Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, après la douche et après le petit déjeuner, clin d'œil, je vais vous parler d'un film culte pour l'adolescence des années 80. Vous l'avez compris, nous allons ensemble ici fêter à 1 ou 2 jours près, selon quand cette vidéo est publiée, les 40 ans de sortie française du fameux Breakfast Club, ou The Breakfast Club, évidemment, en version originale, on regarde l'article devant, en français on simplifie, réalisé par John Hughes, évidemment au scénario. C'est son deuxième long métrage après 16 Candles, où il avait déjà fait jouer dans les rôles principaux deux des acteurs ici qui sont parmi les adolescents, à savoir Molly Ringwald et Anthony Michael Hall. Et pour les accompagner, nous avons Judd Nelson, qui joue le délinquant. C'est vraiment le personnage principal qui prend de la place, forcément, surtout dans la première partie du film, puisqu'il s'impose par sa prestation, sa prestance et aussi sa personnalité. Emilio Estevez est là aussi, c'est le frère de Charlie Sheen, mais lui il a gardé son nom de naissance. Et Ali Sheedy qui joue Basket Case, la détraquée. Bon, ils ont chacun, on va dire, et chacune, leur personnalité propre, à savoir des clichés qu'on pouvait se faire des adolescents, parfois déjà dans certains teen movies, mais aussi par rapport au regard des adultes sur cet âge entre guillemets ingrat. C'est toujours générationnel, chaque génération regarde en tant qu'adulte l'adolescent d'une certaine manière, et c'est un peu le sujet du film. Le principal, enfin, le vice principal en version originale, donc originelle, c'est plutôt le proviseur adjoint pour nous français dans le système scolaire chez nous, est interprété par Paul Gleason. C'est important de préciser que c'est le vice principal, voilà, proviseur. C'est très important. C'est pas vraiment le chef, c'est le sous-chef, voilà, qui va garder donc ces adolescents-là, ces 5, en retenue un samedi. C'est aussi la présence de John Capellos, qui joue le concierge. Ça a failli être Rick Moranis d'ailleurs. John Hughes apparaît lui-même en caméo en tant que père du personnage d'Anthony Michael Hall, qui à ses côtés, pour jouer sa mère et sa sœur, a sa vraie mère et sa vraie sœur. Bon, voilà. Et évidemment, c'est un film sorti en 1985 qui a marqué l'histoire pour plein de raisons, qui a été tellement ancré dans la culture populaire que tant d'œuvres derrière l'ont reprise, que ce soit au cinéma même. Moi, je pense par exemple à The Faculty, qui avec le recul est très proche aussi dans ces stéréotypes-là. Le personnage de Clea Duval, par exemple, si vous avez cela en tête, est très proche ici de la Basket Case Ali Sheedy, avec des évolutions qui peuvent aussi correspondre. Bon, c'est un film que j'ai découvert, moi, personnellement, plus tard que l'adolescence. Quoique, enfin, je devais avoir autour de 18-19 ans, je ne sais plus, peut-être, je sais pas, à la télé, en tout cas. Ça m'avait pas fait un effet extraordinaire, contexte peut-être trop stéréotypé américain, alors que j'étais déjà ancré dans la fin des années 90. Je l'ai revu sans jamais être ultimement, on va dire, emballé par l'ensemble. Là, c'est un énième visionnage me concernant, avec un peu plus de background, et j'essaye de voir ce que le film veut dire. Au-delà de son scénario aussi, ça c'est autre chose. John Hughes est plus un scénariste qu'un metteur en scène pur. Après, dans l'écriture et la mise en place des personnages dans cette unité de lieu et de temps, c'est très théâtral, c'est très intéressant aussi, entre guillemets, à analyser sur le plan cinématographique. Mais ici, on va aller au-delà. Je pense que je vais plutôt vous proposer une lecture thématique. Bon, le synopsis est simple, je l'ai déjà plus ou moins évoqué dans cette introduction. Nous retrouvons 5 adolescents qui sont en retenue un samedi. Un samedi toute la journée, ça va être long. Et ils ont chacun leurs caractéristiques. Donc on a Bender, ça m'amuse parce que au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de finir mon cycle rattrapage, oui, des 2 dernières saisons, mais aussi revisionnage de la série Futurama, où on a le robot Bender, aussi ce caractère bien détrempé. Peut-être que c'est une inspiration. Donc on a le délinquant Bender, le criminal, on a Claire, la fille à papa, Princess, on a Andrew, l'athlète, Sporto, Spartacus en VF. Je me souvenais de ça. D'ailleurs, petite dédicace et pensée surtout à Dominique Collignon-Morin qui fait la voix principale. Ici, enfin, c'est lui qui double John Nelson et qui nous a quittés il y a quelques temps. Et dire que ça a failli être Nicolas Cage dans ce rôle, ils ont regardé la même voix française. Bref. Donc on a le surdoué Brian et la détraquée, c'est comme ça qu'on dit en VF, Basket Case, Allison. Et chacun va devoir rédiger une dissertation. Pendant 7 heures, c'est long quand même. Qui pensez-vous être? Voilà. Alors, qui pensez-vous être vous? Ou qui êtes-vous? Voilà.
Et d'après le vice principal, lui, il a une idée très fixe et très arrêtée de ce qu'ils sont. C'est bien le problème, d'ailleurs. Les adultes voient ces adolescents tels qu'ils ont envie de les voir. Sauf que derrière, si on gratte un peu, il y a beaucoup de choses. Et c'est exactement le sujet du film, c'est que nous allons gratter derrière les apparences et ces 5 personnalités qui n'accrochent pas forcément ensemble, ne sont pas destinés à être amis, si vous voyez ce que je veux dire, vont se retrouver, discuter entre eux, voilà, chamailler si vous voulez, se libérer, tout ceci pendant à peu près 1h30 de film, et se rendre compte que ce sont des êtres humains avec les jeunes êtres humains en développement, en vue vers l'avenir, en changement, qui ont les mêmes obsessions peut-être, mais surtout les mêmes problèmes, et que chacun d'entre eux, même s'ils sont différents, sont plus ou moins les mêmes. Ils ont une partie d'entre eux, enfin, c'est un peu comme ça que ça se conclut, hein, je ne fais pas de spoiler, mais bon. Et c'est quand même brillant dans cette vision-là, cette lecture-là. Alors attention, 13 années 80, WASP américaine. Précision, d'ailleurs, John Singleton, réalisateur de son état, a lui-même avoué avoir beaucoup de mal à l'époque, parce que pas de représentation afro-américaine, mais avec le recul, il s'est rendu compte que c'était très bien fait, très bien écrit, que ça l'a inspiré malgré lui. Ça, c'est intéressant, ça. Mais bon, cette vision-là, donc américaine, qui peut être universelle aussi, pas forcément que dans cet endroit, et même cette époque de l'humanité, et donc de cette vision de l'adolescence, et on dépeint, voilà, ce que c'est, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque au cinéma, dans le sens où il y avait ces clichés-là, mais on restait sur des clichés, on mettait des aventures et tout à droite à gauche. John Hughes l'avait lui-même fait, hein, un peu avant et un peu après. Et derrière, il y a une profondeur, ce n'est pas qu'une comédie teen movie de base, il y a ces discussions, il y a un peu de philosophie, qui paraît un peu galvaudée de nos jours, parce qu'en fait, ça a tellement été repris dans tous les sens que voilà. Mais c'est passionnant, parce qu'on détricote un peu, du coup, ce qui a l'air d'être, mais en allant en profondeur de chacun d'entre eux, plus ou moins, après, de façon égale, on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes, même soucis de pression. Pression des pairs, pression sociale, oui, pression parentale, pression scolaire, pression du système. Et ce film sortant en 85, en plein milieu de l'ère Reagan, c'est passionnant. Je ne dis pas que c'est très anti-réganien, c'est juste un constat. Il y a certaines choses qui disent que quand même c'est... Voilà, ça en dit long, vous voyez. Et voilà, après c'est passionnant. Et il y a beaucoup de choses sur les à côté du film, qui, normalement, tout ce qui se passe en production et tout, bon, pendant le tournage, ça n'a pas lieu d'être mentionné, plus spécialement, au-delà des anecdotes. Mais là, quand même, le personnage de John Bender est tel qu'il est. Et ben, il faut savoir que Judd Nelson s'est lui-même installé dans ce personnage en mode acteur studio, et il a été très très harcelant envers le personnage de Claire, donc... Et donc l'actrice Mrs. Ringwald a elle-même regretté pas mal de choses dans le développement de l'intrigue des deux personnages, je ne vais pas en dire plus, et elle a aussi été un peu harcelée sur le tournage. Ce qui fait que d'ailleurs Judd Nelson a failli être dégagé, alors peut-être pas spécialement pour cela, mais dans son côté jusqu'au boutiste et qui prenait trop de place, et il va évoluer, il va mettre de l'eau dans son vin, l'acteur lui-même, et le personnage au diapason aussi. C'est marrant comme l'écriture du film a été en raccord avec l'évolution donc des conditions de tournage. Ça m'amuse parce que pour le coup, c'est intéressant. Et peut-être que ça se sent. Il y a beaucoup de choses qui se sentent comme ça. Comme une discussion entre le concierge et le vice-principal, là, qui visiblement était un peu tendue en vrai aussi dans la relation, comment on impose certaines répliques. Et ça a été gardé tel quel. Il y a des choses intéressantes. Et après, bah, évidemment, bon, on va pas rentrer dans pourquoi certains ont tel cliché et tout, mais les parents, hein, surtout. Les parents... ils ont tous des problèmes donc de ce regard des adultes, et donc des adultes avec qui ils vivent. Et ça, c'est l'adolescence. C'est-à-dire que chaque adolescent va à un moment se confronter à système, l'éducation, que ce soit parentale ou scolaire. C'est pas galvaudé de le dire, hein, je suis prof, je le sais, je le vois, et ça fait maintenant 20 ans que je le suis, je vois l'évolution, mais il y a toujours ce fil rouge. Et c'est intéressant ça, parce que, évidemment, ça peut paraître évident, mais encore faut-il bien l'écrire, et c'est bien écrit ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film aussi offre une vision adulte. John Hughes, à l'époque, je sais pas, il doit avoir la trentaine, quarantaine, quelque chose comme ça. C'est pas qu'il était entre les deux, il était quand même plus adulte, quoi. Bon, mais il était pas si loin de ses souvenirs d'adolescent, je pense, pour faire des films de teen movies comme ça. Et il va avoir l'entre-deux. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir le point de vue du vice principal, Vernon. Et c'est passionnant ça, parce que voilà, au début, il les a collés, il fait de l'autoritarisme. Bon, ok, très américain dans sa stature là. Mais on le voit en privé, discussion avec le concierge justement,
Ça en dit long. Ils pensent que les jeunes ont changé. Et beaucoup de gens aujourd'hui vous le diront. Oh, les jeunes, c'est pas comme avant. Vision réac des choses. Vision réac parce que le contexte évolue. Les jeunes, non. Les jeunes ont ces mêmes obsessions de confrontation, ces mêmes soucis et tout. Évidemment, ça va être amplifié par l'évolution du monde autour. Et c'est un fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les problèmes géopolitiques, etc. Bon, ça peut amplifier le phénomène, mais le phénomène est le même. Les jeunes ne changent pas, chaque adolescent a toujours été comme ça. Après, évidemment, dans l'affrontement, ça va dépendre des classes sociales, de l'environnement, et aussi donc de ce qui peut se passer autour. Bon. Et là, on a la version réac de ce Vice Principal qui a un petit peu oublié, en 22 ans de métier, qui me dit en plus à un moment, ok. Et ben c'est passionnant ça, parce que le gars est devenu hyper aigri. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est le vice-proviseur du lycée. C'est-à-dire qu'il va faire peut-être le sale boulot du proviseur aussi. Moi, je le vois dans mon époque, voilà, dans mon épopée de prof, je vois toujours les proviseurs adjoints, principaux adjoints, qui abattent un travail, pas de l'ombre, parce qu'on le voit, mais du coup, c'est pas un rôle ingrat, c'est passionnant comme métier, j'imagine. Moi, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est très respectueux en tout cas. Mais c'est pas facile, et du coup, on le voit, lui, je pense, reporte aussi cette frustration quelque part de ne pas être le chef-chef, et il va jouer au super-chef avec ses jeunes. Mais lui-même, il n'est pas content d'être là tout un samedi, ça se sent, c'est son boulot, il est obligé. Et on le sent que ça l'agace. Et du coup, il en veut à cette jeunesse. Mais c'est lui, au final, qui change, en fait. C'est pas la jeunesse en tant que telle qui change. Il a oublié, juste en vieillissant, vous voyez plus l'écart. C'est un peu le problème, c'est que quand on prend de l'âge, les jeunes, on les supporte moins. Attention, hein, c'est une hot take qui peut être généralisée, mais pas tant que ça. Si on garde un ancrage, voilà, moi j'ai la chance de faire ce métier, pour pas devenir un vieux con. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit, et ça, c'est à travers les années, à travers les générations. Toutes les personnes plus ou moins âgées ont fini par avoir une certaine méfiance, pas défiance, hein, des fois méfiance, ou incompréhension, on va dire, envers la jeunesse. Mais la jeunesse, elle est ancrée dans cette évolution-là, quelle que soit la période de l'histoire. Donc ça, c'est intéressant. Après, bon, on va pas revenir sur les petites chamailleries, les petits moments de libération, de danse. Hein. Il y a beaucoup de musique dans le film, évidemment. On va citer le Don't you forget about me au début, hein, qui ferme le film aussi, bien sûr. Il y a plein de trucs comme ça, des petits moments, oui, l'émancipation se fait. Des petites scènes où oui, on les voit danser ensemble, tout le moment, c'est mignon, quoi. Et des scènes de sacrifice aussi, de course, on est entre un point A et un point B, par exemple, le délinquant va finir quand même par être très altruiste d'une certaine manière, hein, il n'est pas si délinquant que ça, hein. Scène très émouvante autour de son monologue par rapport à ses parents, il y a beaucoup de scènes, chacun va avoir sa petite scène émouvante, plus ou moins, à degrés différents, et il va y avoir des évolutions, qu'on peut rentrer quand même dans une forme de conservatisme sur l'évolution de certains à la fin, dans la finalité, on revient dans une forme de conformisme tel quel, mais parce que chacun gagne de l'autre, donc chacun devient un peu l'autre. Donc il y a quelque chose qui fait que leur personnalité devient un peu plus étriquée ou pas, parce qu'ils sont juste un petit peu plus pris de compréhension l'un de l'autre. Et donc cette finalité est intéressante parce que ça forme un groupe, voilà, Breakfast Club. Mais pour le côté garder son caractère, à suivre. On peut garder ton caractère tout en apprenant à comprendre les autres et à être plus on va dire, sociable. Ouais, c'est intéressant comme finalité quand même. Hein. C'est un film qui a une forme de côté rebelle absolu, mais sur la finalité, c'est pas si évident que cela. Mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant à analyser aussi sur ce point. En tout cas, voilà, c'est un film qu'il faut voir et revoir. Pas forcément donc pour sa mise en scène formelle absolue, mais c'est pas grave, parce que justement, il n'y a pas de surforme pour surexagérer, à part les scènes un peu... oui, où ça bouge un peu dans tous les sens, mais ouais, il y a un aspect aussi de mise en scène théâtrale qui est pensé, qui est réfléchi. Et après, c'est surtout dans l'écriture hein, que le film marque, et donc dans cette universalité-là. J'hésite pas... non, n'hésitez pas, vous, je suis un peu... Bon, je fais cette vidéo le matin, je suis un petit peu encore fatigué, bon, tu peux bafouiller plus que d'habitude, c'est pas grave, mais vous, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, célébrez donc ses 40 ans si vous le souhaitez, en commentaire ci-dessous. Et on en parle, parce que je pense que ça peut être très 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 culte pour beaucoup de personnes là, qui m'écoutent, plus que pour moi. En tout cas, c'est toujours plaisant à voir. Bon, dans ces teen movies-là, récemment, il y a quelques semaines, j'ai évoqué Génération Rebelle de Linklater, qui est sorti dans les années 90, mais qui brossait, on va dire, un portrait de l'adolescence des années 70.
Là, on est dans l'entre-deux, années 80, de l'essence des années 80. Mais de toute façon, il y a une forme de logique continue là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Bon, bref, maintenant, c'est à vous de dire ce que vous pensez de tout cela. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!